Bonjour à tous, c'est l'heure de mettre les pieds dans le patch. Je suis Grégoire Nachboer alias Redled et je suis accompagné par Arnaud QF alias Lostenios. Comment ça va Arnaud? Eh ben, ça va. Encore là, ouais, toujours pour ses pieds dans le patch, un peu confiné à distance. Alors là, on fait Tours, Grenoble, Paris. Ouais. Bah voilà, Les avec. Tourangeaux, vous êtes là? Ouais. Et donc aujourd'hui, c'est un jour spécial, le jour où vous voyez cette vidéo, le jour où la vidéo sort. En fait, c'est aussi la sortie d'un nouveau produit chez Arturia, c'est Pigments 3. Et donc pour fêter ça, on s'est dit, allez, on va téléphoner à Arturia, téléphoner, oui, on va skyper même carrément, quelqu'un chez Arturia. Et donc c'est Samuel Limier qui s'y colle aujourd'hui, qui est DSP Manager. Ben merci Samuel de participer au podcast. Merci à vous, je suis très content d'être là. Eh ben, écoute, nous aussi, on est contents, surtout que voilà, aujourd'hui, c'est la sortie de Pigments 3, mais on a tourné quelques jours avant, évidemment, cette vidéo, elle est enregistrée, donc là, tu es en plein crunch de Pigments 3, donc merci à toi de nous accorder ce temps-là, parce que bah, j'imagine qu'avec ton équipe, ça doit travailler dur, là, du coup, pour la sortie du produit. Là, on arrive vraiment sur le bout du bout, donc ça va, ça commence à bien stabiliser. On a eu des Bon, petites semaines assez ouais, denses, enfin, mais ça ceci fait dit, moi, partie du jeu. j'ai une bêta et enfin, j'ai pas eu de, enfin bon, j'ai pas poussé dans ces retranchements non plus, mais c'était déjà assez stable. Ouais. Et puis, malgré tout, c'est un soft, c'est pas comme si c'était la V1, quoi. Je pense que Non. la V1 de Pigment, ça devait être beaucoup plus mouvementé. Là, voilà, on parle d'un logiciel qui arrive à maturité, que vous complétez au fur et à mesure. Mais j'imagine qu'il y a plein de choses qui n'ont pas été recodées à l'occasion, quoi. Non, c'est Non, il sûr. y a toute une partie de l'archi, effectivement, qui est là derrière, qui nous sert de base, mais on est quand même obligé de la repenser souvent d'une version à une autre, Ouais, voilà, pour prendre en compte les nouvelles contraintes qu'on se pose. Ouais. ouais. Bon, Bah, alors je vous propose, Arnaud, on va parler de Pigment 3 un peu plus tard dans Ouais, l'émission. d'accord. Moi, tu sais, j'aime bien reprendre tout depuis le début. Donc au début, il y avait les dinosaures et tout ça. Mais donc oui, on va parler de Pigment 3 évidemment parce que c'est le jour de la sortie. Mais j'aimerais bien qu'on parle aussi plus généralement d'Arturia, de l'état du marché, et puis de toi aussi, Samuel. Du coup, à commencer par ton parcours. Donc tu m'as dit tout à l'heure que tu étais musicien. Donc tu joues quoi comme instrument? À la base, j'ai commencé par le piano et la guitare, j'ai touché un certain nombre d'instruments plus ou moins bien. Comme quoi? Ensuite, Vas-y, les instruments de merde, c'est oh lesquels? bah, de la batterie, de Balance. la basse, par exemple. Je joue de la basse comme un guitariste qui joue de la basse, quoi, par Ah exemple. oui, Ouais. ouais. Ouais, tu joues Avec un doigt, avec Fondamental. deux doigts comme ça, c'est ça? Ouais. c'est ça. Et puis non, bah, depuis que je suis arrivé chez Arturia, quand même, donc ça fait à peu près 7 ans maintenant, ça m'a permis de m'ouvrir aussi sur plein de nouvelles façons de voir la musique et des nouveaux outils, des nouvelles façons, voilà, de travailler. Donc ça me permet de mélanger aussi pas mal de choses de mon Ouais. côté, voilà. Donc tu Bah fais de oui. la musique depuis que t'es tout petit, Oui. et à quel moment tu t'es dit bah tiens j'aimerais bien bah, travailler finalement dans le milieu des instruments de musique, des plugins et tout ça. À quel moment tu t'es dit ça? Euh, En fait, assez tard, je pense, enfin, plutôt pendant mes études, T'as fait quoi comme étude? j'ai fait une école d'ingénieur à Toulouse. Ouais, Et bah, disons que c'est plus l'approche au début scientifique qui m'a amené par là, où j'ai toujours voulu comprendre comment les choses marchaient, disons, ouais. dans le concret. Et bah, pour l'anecdote, en fait, j'ai eu en cours, notamment un semestre pendant mes études, avec un monsieur qui s'appelle Philippe Guillaume, qui est en fait celui qui est derrière Modart et Pianothèque, Ah, D'accord. oui. Ouais. bah, à l'occasion d'un semestre de cours là-dessus, ou d'ouverture sur justement qu'est-ce que le son et la musique, le traitement du signal pour Ouais. le son, m'a donné vraiment envie de creuser un peu ces thématiques-là. Et donc, je me suis dit, bon, si jamais j'arrive à trouver un jour un moyen de bosser dans ce milieu-là, où il y a le côté technique qui me plaît beaucoup, mais où j'arrive à rallier aussi quelque chose qui me passionne, bah, c'est jackpot, quoi. Ouais. Et donc voilà. Donc ça, et il t'a aidé, ouais, donc il t'a aidé aussi, il t'a donné goût, mais il t'a aidé aussi par la suite ou? Alors pas du tout, je pense qu'il sait absolument pas qui je suis. Moi, c'est D'accord. juste un souvenir de prof-élève où c'est quelqu'un de très passionné, disons, qui a réussi à transmettre ça. Bah, Et ce qui est voilà. génial, il a un profil très atypique, Philippe Guillaume, parce que sauf erreur de ma part, à la base, il n'était pas du tout développeur ou enfin, en Il était fait, lui, il fait accordeur les de piano, si je me modélisations. rappelle bien. Il était ouais, accordeur de piano, il me semble, hein. Ouais, c'est ça. Et il a fait ça, enfin, c'était son métier. Et puis un jour, il s'est dit, tiens, je vais reprendre le chemin des études. Il est allé à l'IRCAM pour apprendre justement à modéliser les pianos. Il fait ça sous MATLAB, mais oui, c'est pas son métier. Et du coup, Hmm. c'est intéressant parce que c'est un mec qui connaît vraiment les instruments à la base. Hmm. Et oui, j'imagine que pour communiquer la passion de ça, et puis en plus, oui, c'est vrai que c'est cohérent avec Arturia, parce que Arturia, enfin,
avant que vous commenciez à lancer vos propres synthés, pendant très longtemps, le délire d'Arturia, ça a été quand même la modélisation, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Mm. Ouais, puis en plus, Philippe Guillaume, avec un nom comme ça, il se prédestinait plutôt à la coiffure, parce que généralement, quand tu as deux prénoms, tu vois, comme Camille Alban ou Jean-Louis David, généralement, tu es Ouais. plutôt coiffeur. Donc, c'est ça qui est assez étonnant, quoi. Donc, alors, les études, du coup, tu fais ton école d'ingénieur, et après, qu'est-ce qui se passe? Euh, Après, je me rends compte que c'est pas forcément évident d'attaquer direct dans le milieu de la musique. Ouais. Je cherche un peu. Alors, je sors du coup à Toulouse, donc il y a un peu des voies où il y a un peu tout le monde qui se retrouve quand on sort d'école d'ingénieur à Toulouse, qui sont notamment l'aéronautique, le spatial. Mm. Ouais. J'ai bossé à peu près 2 ans dans le spatial. Du coup, c'était du traitement du signal, en fait, appliqué à des D'accord. signaux de mesure satellite météo pour étudier les océans, les glaces. D'accord. Donc, Super. super intéressant sur le côté technique, ce qui m'a permis Ouais. d'avoir aussi ce bagage-là que je pouvais un peu mettre en valeur derrière Ouais. pour le jour où j'ai décidé de contacter Arturia et de voir si ça allait le faire. Mais alors, Donc, du bah, coup, attends, c'est super intéressant. Du coup, le traitement du signal comme ça qui t'a servi dans le spatial, ça te sert vraiment aussi maintenant chez Arturia, quoi. Moi, je suis pas ingénieur, mais bon, j'imagine, est-ce qu'il y a vraiment signal et signal, ou alors il y a vraiment des choses en commun là-dedans? disons que les outils mathématiques derrière, c'est les mêmes. Ouais, On parlait Ouais. aussi un peu plus tôt de l'image. Enfin, le traitement du signal, ça peut être utilisé énormément dans le médical pour tout ce qui est imagerie, par exemple. ouais. Ouais. Les briques de base et les concepts mathématiques sont les mêmes. Après, en fonction du domaine d'application, on va avoir ouais, ça va être plus des questions d'expérience et de qu'est-ce qu'on cherche à faire. C'est pas les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes recettes de cuisine, c'est Hmm. pas appliqué aux mêmes choses, Bien sûr. on n'approxime pas les mêmes trucs, etc. Mais la base conceptuelle est là, quoi. Ouais. Ouais. Bon, et puis si tu fais si tu fais des bugs voilà, dans un instrument virtuel, c'est un peu moins dangereux, j'imagine, que quand Ça tu... coûte Voilà. moins cher, mais on évite quand même, dans Grave. tous les cas. On évite quand même, ouais. Ah ouais. Ouais, c'est... Alors, bah du coup, oui, après tu es rentré chez Arturia. Alors, comment ça Ouais, s'est passé, du coup? T'as rentré chez Arturia, c'était il y a 7 ans, hein, déjà. ouais, c'est ça. Je suis arrivé chez Arturia en tant que développeur. Hmm. Donc j'ai rejoint une équipe. Quand je suis arrivé chez Arturia, on était entre 25 et 30, je dirais. Aujourd'hui, on est 120. Donc ça a quand même Ah Ça a ouais. énormément bien changé. changé. J'ai pu voir toute l'évolution de l'entreprise Bien aussi sûr. Ouais. Ouais. avec le temps. Donc je suis arrivé comme développeur, on sortait une V-Collection, ce qui m'a permis de mettre direct, de rentrer voilà, dans le bain directement. Ouais. Et donc voilà, après, c'était une époque où sur tout ce qui était développement logiciel, on avait fait une grosse équipe où on était peut-être 5 ou 6, je sais Ouais. plus à Ouais. l'époque, Ouais. avec un peu tout mélangé pour tout ce qui était développement des produits software, Ouais. logiciels. Et avec le temps, moi, c'était les problématiques de traitement du signal m'intéressant pas mal, Hmm. avec la boîte qui grossit et le nombre de projets qui est en parallèle qui grossit aussi. Ouais. Là-dessus, on a séparé des équipes et donc on a constitué une équipe en fait plus axée sur le traitement du signal et dont je m'occupe aujourd'hui depuis quelques années. Donc aujourd'hui, c'est une équipe, on est 8 avec des gens un peu de partout en Europe, donc c'est assez cool, des profils D'accord. Hmm. des gens Et qui ont des backgrounds assez complémentaires. c'est une équipe qui bosse que sur la partie logicielle ou qui bosse globalement sur le traitement du signal, c'est-à-dire aussi sur la partie hardware, parce que c'est la grande évolution d'Arturia, c'est qu'au départ c'était une boîte qui faisait que du soft, et puis il y a eu, je crois, ça avait commencé avec un premier super synthétiseur qui s'appelait Origin à l'époque, Oui, tout à fait. qui a été un peu compliqué, je crois, Ouais, un euh, peu. mais qui a Mhm. permis à Arturia d'apprendre beaucoup. Et puis après, il y a eu ce coup de génie de se dire, tiens, et si on sortait un petit analo à moins de 500 balles, puis un petit analo à moins de 300 balles, Hmm. et là, tout a changé pour Arturia. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une boîte qui fait autant du matériel que du logiciel. Enfin, je ne sais pas comment ça s'articule en Ouais, termes c'est de chiffre organisé d'affaires. Tu comment, sais là? ça ou pas? Ça, en fait, ça va dépendre des années. Sur des Ouais, cycles, sur des années où on sort des V-collections, par exemple, on va avoir un mix qui est plus soft. Sur une année où on sort ouais, un micro brut, un mini brut, effectivement, on va avoir un ouais. mix qui est plus sur le hard. Ça dépend des cycles de développement, ouais. Et du coup, toi, tu travailles donc, pour reprendre ma question, le Ouais. DSP, tu t'interviens aussi dans la partie hardware Alors en fait, c'est vraiment donc, DSP en français, ça veut dire traitement numérique du signal. Ouais, Donc on va être en frontal sur tout ce qui est logiciel ouais, et éventuellement de plus en plus maintenant, puisqu'on se lance et on continue à suivre ce chemin de l'embarqué hybride avec, oui, voilà, avec des produits qui sont sortis ces dernières années ou ouais, qu'on veut continuer à faire évoluer. Donc en fait,
sur ces parties-là aussi, donc la partie firmware, le logiciel qui est embarqué et qui fait le traitement numérique du signal, on s'en occupe aussi aujourd'hui. D'accord. D'accord. Ok. Ok, donc du coup, t'es amené, tu fais pas que du logiciel, quoi, forcément. Mais quand même, Dans DSP, l'équipe, effectivement, il y a cette histoire de. C'est quand même numérique, quoi. ouais, c'est numérique. Et disons, la partie analo, les derniers synthés analo qu'on a sortis, c'est une équipe effectivement de design électronique qui s'occupe de ça avec des gens super compétents Oui, parce dans que ce ça n'a rien à domaine-là. voir sûr. comme boulot, Oui. finalement. C'est pas, disons que c'est pareil, ça se rejoint sur certaines thématiques, les concepts de signal en eux-mêmes sont là, mais par contre la façon de bosser et le domaine d'application est assez différent, c'est des domaines d'expertise différents, Hmm. avec des gens différents. Ouais. Et du coup, Et sur un synthé comme le Polybrut, vous avez bossé sur quoi la partie, justement, toi, en tant que DSP manager, t'as bossé sur quoi là-dessus? T'y as bossé un peu de. absolument rien personnellement D'accord, sur la Polybrut. Non, c'est vraiment l'équipe de design électronique qui s'est d'accord, occupée ok, D'accord. de ça, ouais. ok. Et toi, en fait, la fameuse technologie, parce que Arturia, depuis le début, depuis l'époque de Frédéric Brun, hein, son fondateur, hein, et les tout premiers logiciels, d'ailleurs, à l'époque, ils avaient, comment ça s'appelait, Storm, je crois. Ouais, Storm. Un petit logiciel qui faisait c'était à l'époque des premiers Reason de Propellerhead et tout, et ça essayait de boxer un peu dans la même catégorie. Et il y avait cette technologie qui est toujours utilisée, la True Analog Emulation ou quelque chose comme ça, TAE, il me semble. Ouais. Toi, tu es chargé de faire évoluer cette technologie aussi ou... Donc c'est un ensemble de recettes et de technos qu'on développe dans l'équipe, et donc c'est comment la façon d'évoluer sur ces technologies-là pour rester en fait pertinent dans ce milieu-là et continuer Ouais, à garder la barre qui est assez haute. En fait, disons qu'on a plusieurs choses qui se passent en même temps. Il y a déjà le matériel qui évolue beaucoup. Je parle du Mhm. matériel, les ordinateurs tout simplement. En fait, les processeurs vont évoluer beaucoup. ouais, Donc on va se permettre de pouvoir faire des choses dont on pouvait pas, qu'on bien pouvait sûr. pas se permettre de faire avant, pardon. Et donc, avec ces nouvelles ressources, c'est comment est-ce qu'on peut les utiliser pour aller encore plus loin Ouais, dans la modélisation de. L'idée, c'est vraiment de modéliser toutes les imperfections qu'on peut Mhm. trouver, ouais, tout ce qu'il y a dans le grand débat infini de numérique, analogique, etc. Qu'est-ce qui fait que on va avoir l'impression que quelque chose est plus organique? Ça va être des différences. Ça va être que, par exemple, deux cartes de voix sur un synthétiseur analo, ils vont avoir les mêmes composants, mais ouais, qui n'ont pas exactement les mêmes caractéristiques. Donc, il va y avoir ouais, des interactions spécifiques entre ces ouais, cartes de voix. Donc, c'est toujours continuer à faire de la recherche sur ces sujets-là, bien sûr. progresser et prendre l'avantage en fait des nouvelles performances qu'on peut se permettre pour aller toujours plus loin, quoi. Ouais, Ouais. je pense que c'est intéressant de dire aux gens, parce que les gens savent peut-être pas comment ça marche, l'émulation. Mais en fait, pour faire l'émulation, on peut tout à fait se dire, on a des logiciels, par exemple, pour émuler tous les composants électroniques d'un synthé. Donc on fait cette modélisation. Seulement le problème, c'est que quand on lance on essaye de faire jouer un dos à cette modélisation, on va obtenir un résultat très crédible parce que tout est émulé dans le synthé. Sauf qu'en fait, il faut genre 1 heure et demie de calcul à l'ordi C'est Mhm. ça. pour rendre le dos. Et donc tout le but souvent de la modélisation, ça va être de trouver un compromis entre cette émulation parfaite, mais qui dépasse de loin la capacité actuelle de nos ordinateurs, et un truc qui soit jouable et qui soit jouable en temps réel. Et donc, il faut arriver à dégrader un peu en préservant. Alors après, c'est que des astuces pour essayer de retrouver ça. Et voilà, et de voir en fait finalement ce qu'on a en entrée, ce qu'on a en sortie, de comparer et de s'approcher le plus possible, quoi. Bah, Ouais, d'ailleurs, en c'est ce ça moment, il y exactement. a, il y a un gros changement d'architecture, là, notamment sur les Mac, avec Ouais. des processeurs de type ARM. Toi, ça a changé des choses dans ton boulot, la façon de bosser ou pas? Ou le Hmm, fait tu te dis, bah tiens, maintenant, faut peut-être plutôt bosser comme ça, ou... Pas vraiment dans la pratique, parce que nous, en fait, le code concret qu'on produit, c'est quelque chose qui va être ensuite encapsulé en fait dans les logiciels, D'accord. dans des machines où on a d'autres équipes qui vont en fait, qui sont beaucoup plus, euh, qui connaissent beaucoup mieux ces domaines-là aussi que Mhm. nous, qui sont plus proches Ouais, des processeurs, etc., Ouais, qui vont s'occuper de se poser ouais. ces questions-là. Mais ça lève des questions quand même, effectivement. Ouais. ouais, ouais, d'accord. Bah écoute, on va peut-être aussi commencer par parler de Pigments. Donc Pigments, donc là, aujourd'hui, c'est la troisième version qui sort. Ouais. Mais c'est un projet, la première version, elle est sortie quand exactement? C'était il y En a décembre 2018, je décembre dirais, 2018, ça ouais, fait c'est ça. ouais, 2 ans. Et du coup, toi, tu bosses sur ce projet-là depuis le début?
Ouais, c'est ça. D'accord. Et comment on se lance dans un projet comme Pigment? C'est quoi l'idée de départ en fait? On va niquer Serum et Massive. L'idée J'ai de une idée. départ, c'était plus de se dire, ça fait 20 ans presque qu'on fait des modèles de synthé, qu'on apprend comment les choses marchent, qu'on découvre plein de recettes, enfin, qu'on apprend plein de trucs en fait en tant qu'équipe et qu'entreprise. Et disons que ça faisait quelques années qu'on était plusieurs dans la boîte à avoir envie de faire notre truc aussi, d'apporter notre vision de ce que peut être la synthèse, Ouais, un synthétiseur moderne aujourd'hui, bien Hmm. sûr. basé sur tout ça. Et donc on était un certain nombre à se dire, à essayer ouais, de convaincre les gens dans l'entreprise pour dire, là on commence à avoir un concept qui Ouais, nous plaît bien, qui a l'air de plaire à pas mal de gens. Ça vaut le coup qu'on essaye de se Hmm. lancer. Et donc on était deux à s'occuper de ça à l'époque avec quelqu'un qui s'appelle Sébastien Rochard, Hmm. qui avait toute la vision produit justement, qui avait pas mal étudié ouais, le truc. Et on nous a dit, OK, on vous laisse, ça a l'air, on va voir ce que ça peut donner, on vous laisse Ouais, un an essayez. pour bosser. On colle une petite équipe dessus, on fait le maximum pendant un an et on voit ce que ça donne. Et l'idée vraiment au niveau produit de base, c'était de dire, on veut avoir quelque chose qui soit une base déjà, sur laquelle on peut construire ouais, au fil du temps, ouais. et dans l'esprit qui permette en fait d'avoir un gros paquet de fonctionnalités, que ce soit quand même voilà, une sacrée machine, mais de faire en sorte que ça soit pas une énorme usine à gaz pour l'utilisateur, en fait, que la personne Ouais, qui se retrouve face la première fois à ce ouais. logiciel-là s- arrive quand même à s'y retrouver. Alors, il y a un petit prix d'entrée pour comprendre les codes en fait de Hmm. l'interface, euh, parce que bah, on est bien obligé de codifier justement pour représenter les différents concepts, etc. Après, les retours qu'on a, c'est qu'une fois qu'on a compris ces codes-là, en fait, ça nous Ah permet ouais, de moi, visualiser tout ce qu'on se fait, ce qui était le but, en fait, l'essence qu'on voulait donner à ce produit-là, qui était de voir ce qu'on peut entendre, de Hmm. comprendre comment le patch est articulé, qu'est-ce qui va ouais. manipuler quoi, etc. D'accord. Bah, on avait testé la V1 d'ailleurs, Grégoire, et Hmm. c'est vrai que la grande réussite de Pigments, parce que c'est vrai que sur la V1, il arrivait. Bah oui, c'est marrant, il y a des modes en fait dans le monde du logiciel. À un moment, tout le monde fait des processeurs à convolution, à un moment, tout le monde fait des simulateurs d'ampli. Et là, on était en pleine mode, justement, où après le succès de Serum, bah, tout le monde s'est mis à redécouvrir la table d'onde. Et il est arrivé comme ça. Et la grande réussite, par contre, la grande originalité par rapport à des choses comme Massive ou plein de concurrents, hein, c'était d'avoir une interface et une ergonomie très bien foutue, et notamment au niveau des modulations, un système de modulation très puissant et très simple à mettre en œuvre. Et puis des bonnes idées aussi, je crois. Il y avait des petits tips pour chaque preset pour dire ah, essayez de tourner tel bouton, ça fera ci, ça fera ça. Ce qui en fait un synthé super pour découvrir la synthèse. Et puis, comme il le complète là de version en version, en rajoutant des moteurs de synthèse, parce qu'à la base, c'était juste synthèse soustractive à modélisation analogique et table d'onde. Après est arrivé le sampling, c'est ça, en V2. Oui, Et, c'est ça, tout à euh, fait, avec et un là, code avec la gravé vert. V3, je te laisse l'annoncer. Qu'est-ce qui arrive? On a un moteur à base de synthèse additive, donc un Voilà. moteur harmonique, qui est l'idée derrière ce nouveau type, enfin ce nouveau moteur dans le logiciel, c'était en fait, l'objectif est toujours d'arriver à atteindre des sons qu'on ne pouvait pas atteindre avant, donc Ouais, d'ouvrir en fait bien la sûr. palette de sons qu'on peut obtenir avec le synthé, euh, sans avoir quelque chose de trop fastidieux, on va dire, à Ouais, programmer non plus. ouais. Donc c'est vrai que la synthèse additive old school, où on a 512 partiels Oui. qu'on va programmer avec chacun leur enveloppe, leur amplitude, leur phase, on voulait éviter de rentrer dans ces codes-là. Hmm. Ouais. Donc on a apporté pareil notre vision de ce que pouvait être la synthèse additive harmonique. Ouais, ouais. Et Mais du Et coup, est-ce oui, que c'est pas beaucoup plus compliqué finalement de bosser, même si j'imagine qu'il y a l'excitation aussi de la page blanche et de se dire ah tiens là on va faire un synthé, on peut faire vraiment ce qu'on veut au niveau ergonomie, au niveau du son et tout ça, mais aussi ça doit être tellement plus compliqué parce que Arturia vous avez pas fait pas mal du coup de synthés logiciels qui reprenaient des grands synthés de l'histoire du synthé, des modélisations, mais là finalement est-ce que c'est quand même il n'y a pas beaucoup plus de boulot quoi? c'est un boulot qui est différent. C'est vrai que c'est aussi très intéressant. La question, c'est toujours de trouver le compromis entre le, qu'est-ce qu'on veut laisser libre à l'utilisateur, comment on veut le contraindre
d'un point de vue workflow et façon de travailler avec le logiciel sans le contraindre dans les sons qu'il peut atteindre. Mm. Comment est-ce qu'on peut lui pré-mâcher, entre guillemets, lui faciliter le boulot sans trop l'orienter dans une direction. Mm. Ouais. Donc c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de discussions, parce que c'est des sujets qui sont très subjectifs, justement, Ouais. disons qu'on est... Bien sûr. Donc ça prend pas mal de temps pour aller affiner ces concepts-là. Après, on fait pas mal de tests utilisateurs avec des gens. On a Ouais. beaucoup de retours au fur et à mesure qui nous permettent de converger vers une direction qui nous va, quoi. Il y a quoi comme type de métier d'ailleurs dans l'équipe qui s'est occupé de Pigments? Du coup, t'as quelqu'un qui est en charge de l'UX, de l'interface utilisateur. Il y a quoi en fait dans les métiers qui composent ton équipe? Alors en fait, il y a déjà une direction, une gestion produit, on va Mhm. dire. Donc là, une personne qui va s'occuper de définir la direction qu'on veut suivre pour cette version. Donc qu'est-ce qu'on veut viser comme nouveau type de son? Qu'est-ce qu'on veut essayer d'avoir? Enfin, quel est l'esprit? Mhm. On a tout ce qui est gestion de projet, un petit peu logistique, etc. Et sur les métiers ensuite un peu plus dans le technique, on va avoir du développement logiciel, on va avoir du développement en traitement du signal, on va avoir tout ce qui est design sonore. On échange aussi Ouais, énormément avec eux, évidemment, ils ouais. participent beaucoup en fait aussi à la définition du produit. Ouais. Bien sûr. On a des équipes de tests qui font un boulot incroyable parce qu'aller tester une machine comme ça avec autant de contrôle, c'est Ouais. quand même Clair. faut être très très carré. Ouais. On travaille, oui, après ça va être aussi tout ce qui est transverse sur ce qui va être sur le marketing, sur les ventes aussi, Mhm. tout ce qui vient accompagner tout le développement de projet et toute la stratégie projet aussi derrière. Ouais. Il y a une veille concurrentielle aussi. Vous regardez un petit peu ce qui se passe à côté, j'imagine, sur le marché. Oui, bien sûr. Mhm. On regarde ce qui se passe, on regarde ce qui marche moins, quelles sont les idées qui sont intéressantes, qu'est-ce que veulent les gens. Disons qu'on est très à l'écoute, on essaye autant qu'on peut l'être, Mhm. d'être très à l'écoute des retours qu'on nous fait d'une version à une autre notamment. Ouais. C'est vrai que l'avantage de bosser dans ce milieu-là qui est la musique, c'est que c'est un milieu de passionnés. Mhm. C'est à double tranchant parce que les milieux de passionnés, Ils les peuvent gens être durs, sont les voilà, gens, hein. On sait ça. les gens sont très à fond, peuvent être Ouais. aussi très durs, mais voilà, peu importe le Ouais. milieu, dès qu'il y a de la passion, mais ça rend ça aussi très intéressant. Et petit à petit, on voit qu'il y a vraiment une communauté qui se crée autour de ce logiciel-là. Et on Ouais. a des gens qui sont complètement passionnés de pigments et qui nous font plein de retours. Ouais. Donc en Ouais. fait, toute l'année, on reçoit des demandes de fonctionnalités. Et vraiment, des fois, on a une idée de quelqu'un qui nous dit, mais j'essaie de faire ça et je peux pas. Et on Ouais. se dit, mais en fait, bah ouais, c'est trop bien cette idée-là. Et donc on Ouais. essaie de la mettre en place. Donc on a des listes d'idées qui sont énormes, Ouais. dans Ouais. lesquelles il faut qu'on fasse des tris aussi, ce qui n'est pas toujours évident. Ouais. Mais on essaie, du coup, il y a ce côté-là de discussion avec nos utilisateurs et avec les gens qui veulent bien donner de leur temps, Ouais. qui sont aussi intéressés sur ces sujets-là pour qu'on puisse avancer. Ouais. Mhm. Alors, une des grosses nouveautés aussi de cette version de Pigment, c'est que elle est, en tout cas la mise à jour, est gratuite. Et ça, c'est Ouais. quelque chose d'assez nouveau, en général dans le monde du plugin, mais c'est vrai que chez vous aussi. Alors pourquoi d'ailleurs vous vous êtes dit, tiens, allez, cette mise à jour, elle sera gratuite? Le fond de la pensée, c'est que je pense, mais on pense que c'est un logiciel qui est encore jeune, c'est un synthé voilà, qui a encore des beaux jours devant lui et Mm. que petit à petit, on se fait connaître, on voit qu'on a notre base d'utilisateurs qui continue à Mhm. grossir avec le temps. Ouais. On a le sentiment qu'on a encore plein de gens à aller atteindre, en fait, Ouais. et que la base d'utilisateurs qu'on a aujourd'hui, elle nous permet aussi de faire évoluer le logiciel, comme je disais, en échangeant Ouais. avec eux, etc. Et que donc ça vaut le coup de leur fournir cette mise à jour gratuitement et de compter sur le fait qu'on va aller gagner des utilisateurs Bien sûr. Ouais. sur du bouche à oreille, voilà, C'est une sur les... manière de récompenser les early adopters, quoi, finalement. Ouais, tout à Ouais. fait. Ouais, parce Bah, qu'ils vous... surtout qu'en plus, le marché, quand même, est pas loin d'être saturé, le marché du synthé. C'est-à-dire que effectivement, il y a le côté marketing toujours de faire la énième émulation de Moog et tout, et ça, on sait que ça marche toujours, hein, et je pense qu'une partie du chiffre d'Arturier est basée là-dessus, c'est-à-dire quand on fait une nouvelle recréation d'une machine légendaire, ça vend toujours, mais c'est vrai qu'il y a tellement, sur les synthés originaux, il y a tellement de gens en face que oui, il faut jouer des coudes, quoi. Faut jouer les coudes, il faut avoir un angle, en fait. Ouais, Il faut chercher l'originalité, chercher qu'est-ce qui peut être l'élément qui va nous différencier par rapport à ce qui existe déjà. ouais, Nous, c'est vrai que le premier angle d'attaque qu'on avait suivi, comme je le disais, c'était l'aspect lecture à plusieurs niveaux d'un patch, en fait, de quelqu'un qui veut vraiment, enfin,
avoir une base suffisamment solide pour atteindre beaucoup de sons et de types de sons très différents, parce que du coup, on vend le synthé, mais on vend tous les sons, on vend les presets et les patchs qui vont avec. Donc, il faut qu'on ait une base suffisamment solide pour que les sound designers qui font un boulot... genre nous, quand on bosse sur un proto, c'est toujours le crash test de mettre ça dans les mains des sound designers. On leur file une brique et on leur dit ok, qu'est-ce que vous arrivez à faire avec ça? Et des fois ils nous sortent des trucs, on se dit ok, là c'est bon, on a gagné, on a fait un truc cool. Donc voilà, on vend aussi tout ça et c'est l'utilisateur qui arrive, qui est face à l'interface la première fois, il a plusieurs niveaux de lecture, il peut décider de juste chercher le son qui lui va en naviguant dans les presets. Et il y a pas mal de gens qui s'en servent comme ça, donc il faut qu'on ait cette base là. Moi. Ouais, non mais voilà, beaucoup de gens, c'est le but, c'est pour ça aussi, nous, on estime qu'on a passé du temps à les faire ces sons, donc c'est quand même l'objectif. Et après, comme vous le disiez tout à l'heure, on a aussi, pour chacun de ces presets, on a le sound designer qui a attitré, qui a travaillé sur ce patch-là, qui a un petit texte qui explique quelle intention il avait, qu'est-ce qu'il cherchait à faire, comment on peut essayer de le faire évoluer. En fait, on met ça aussi en avant sur l'interface, quel potentiomètre on peut bouger, quel interrupteur on peut bouger pour rester dans l'esprit de ce que voulait faire le sound designer, mais en laissant quand même en variant un petit peu. Il y a ce deuxième degré de lecture là. On a aussi des macros qui permettent sans rentrer dans le détail des fonctionnalités, on a quand même 4 macros qui sont aussi programmés pour chaque preset. Oui, bien sûr. Et après, le but, c'est avec tous justement les éléments de visualisation qu'on a partout, de quelqu'un qui a envie de comprendre comment ça marche, qui ouvre un patch complètement au hasard, qui sonne, qui lui plaît, qu'il arrive visuellement à comprendre, ok, il y a ça qui vient taper là-dessus, il y a ça qui se passe, lui, il est modulé par lui, et qu'il soit capable d'apprendre et d'apprendre à utiliser un petit peu cette machine-là. Ouais, bien sûr. Et je me demandais, parce que c'est une sorte de synthé totale qu'on a l'impression de voir naître, comme peuvent l'être vos concurrents de Synthmaster, par exemple, qui font aussi un truc avec plein de moteurs de synthèse à l'intérieur. Et c'est très prometteur parce que effectivement c'est très bien foutu d'un point de vue ergonomique, mais je me demandais, on parlait tout à l'heure du concept de l'Origin qui était un synthé hardware qui en fait devait combiner à la sauce un peu modulaire tous les éléments modélisés des synthés Arturia, c'est-à-dire à la fois les générateurs, les filtres, tout ça, et en fait c'est une idée qui est morte de chez morte, ou est-ce que parce que même en logiciel, on pourrait faire aujourd'hui chez Arturia une espèce d'énorme synthé qui combinerait toutes les modélisations, tous les générateurs, tous les filtres. Et je sais que d'ailleurs dans Pigment, il y a de la récupération de certains développements d'autres synthés Arturia. Mais il n'y a pas de projet comme ça de faire ce synthé ultime. Disons qu'il n'y a pas d'idées qui sont mortes. D'accord. Pour répondre à la question directement, c'est pas dans les tuyaux tout de suite, mais c'est quand même des sujets qui nous intéressent. C'est vrai que disons que la façon qu'on a de travailler est très modulaire. En fait, au final, on développe des briques de base qui sont soit pour des choses plus numériques, purement numériques, comme Pigment, on va avoir des effets, etc. Quand on fait des modèles de synthé analogique, on va avoir une brique pour le filtre, une brique pour les oscillateurs. Donc c'est vrai qu'on a cette tentation qui est toujours là. La question, c'est comment est-ce qu'on met ça, comment est-ce qu'on le présente pour que ça ait un intérêt, que ça soit pas complètement aussi impossible de se retrouver dedans pour un Est-ce que les gens ont vraiment envie de ça, quoi? Je sais pas, je suis pas sûr. Et c'est pas forcément évident. Malgré tout, l'un des plus gros succès de l'édition logicielle, et alors c'est parce que aussi au niveau son c'était très bien, il y a eu un avant et un après, mais le Diva de Yui c'était ça. C'était un mélange de plusieurs synthés, je crois MS-20, Minimoog, et le dernier, je sais plus si c'était un Prophète ou je sais plus ce que c'était. Oui, mais c'est quand même un certain type de synthé. Je veux dire, c'était pas FM plus table d'onde plus à côté analo, tu vois. C'est vrai. Mais c'est vrai que ce côté métissage, il est très intéressant, quoi. Ouais. Et tu parlais du marché du plugin, Arnaud, tout à l'heure. Est-ce que c'est vrai que c'est un marché qui est très particulier, et pour une chose notamment, c'est que certains concurrents, c'est des très petites boîtes, voire même parfois c'est des développeurs seuls. Et quels sont les avantages du coup à bosser pour une grosse boîte, entre guillemets, vous n'êtes pas Samsung non plus évidemment, mais une grosse boîte comme Arturia, est-ce qu'il y a des avantages, et quels sont-ils, et est-ce qu'il y a des désavantages aussi, parce qu'il peut y en avoir finalement par rapport à un petit gars tout seul, quoi. Je pense que l'avantage déjà, c'est que tu as un salaire, ce qui n'est pas forcément gagné quand tu es tout seul. Je pense alors déjà pour mettre aussi
dans le contexte, c'est vrai qu'on nous voit souvent plus gros que ce qu'on est. Mine de rien, dans les retours, on voit ça, c'est assez intéressant. Pigment 1, c'était 1 an de développement, ce qui est pas rien, mais on était 4 développeurs, Ouais. deux côtés traitement du signal, 2 côtés logiciel. On n'est pas non plus des équipes de 20 personnes qui bossent côté technique sur des projets. L'avantage qu'il y a à travailler pour une structure où on a des équipes un peu plus grosses, c'est la discussion, en fait. C'est le côté de ne pas s'enfermer dans une façon de penser qui est personnelle. En fait, on se confronte tout le temps, on confronte tout le temps nos idées les uns aux autres. Et on est une boîte où, disons que les gens qui sont chez Arturia, je dis ça sincèrement, c'est une raison, c'est un des aspects très importants pour moi aujourd'hui dans cette boîte, c'est la passion et l'implication des gens sur les projets. En fait, tout le monde est quand même fier de ce qu'il fait et a envie de faire des bons produits. Bien sûr. Et donc, en fait, quand on a des réunions d'équipe sur un projet, sur Pigment par exemple, n'importe qui dans l'équipe peut avoir une super idée, peut avoir un contre-argument sur quelque chose, et d'être à 8 pour discuter d'un projet, ça permet justement de converger vers quelque chose qui fait plus l'unanimité et de confronter un peu plus. C'est vrai que le côté développeur indépendant, d'être tout seul, le danger pour moi, c'est d'être tête dans le guidon dans sa vision du truc, qui est un peu avec des œillères des fois. Mais il y en a qui arrivent très bien, ça dépend des contextes aussi. Oui. Et est-ce que tu trouves que justement ces gens-là qui travaillent tout seuls, ils peuvent avoir aussi des avantages parfois par rapport à vous, où vous pouvez vous dire ah ouais mais bon lui aussi il est tout seul donc c'est plus facile pour faire certaines choses d'une certaine manière. Je pense que c'est beaucoup une question de caractère aussi et de comment dire quelqu'un qui a vraiment envie de suivre sa vision parce qu'il a vraiment une idée extrêmement précise de ce qu'il veut faire et qui ça va pas forcément être évident de travailler avec des gens aussi dans ce contexte-là. Ça dépend beaucoup, je pense que ça dépend vraiment des personnalités, mine de rien. Et puis après, du temps qu'on va y consacrer, c'est pas les mêmes contraintes de temps. Quand on est développeur indé, si ça peut être un projet qu'on commence comme ça par passion à côté de son boulot et qui prend de l'ampleur et qui finalement on va se lancer dedans complètement. Ça peut être quelque chose qui dure 10 ans, mais on n'a pas forcément de contraintes de temps. Ça peut être quelque chose dans quoi on se lance à corps perdu, en espérant sortir quelque chose dans l'année, sinon on n'a plus rien à manger. Il y a pas mal de modes de fonctionnement assez différents. Ce qui est marrant, c'est que moi, pour connaître un peu le monde du jeu vidéo, ce qui est drôle, c'est que c'est souvent les plus petits studios qui sont les plus créatifs. Alors, c'est-à-dire qu'à la fois, quand on est une plus grosse boîte, on a les moyens d'avoir un département recherche et développement, donc on a accès à des choses auxquelles les petits n'ont pas besoin. Mais en termes d'audace marketing, c'est-à-dire que plus une boîte est grosse, moins elle peut se permettre de déconner. Il faut quand même payer des salaires, faut vivre et survivre. Et du coup, c'est vrai qu'on le voit par exemple dans le jeu vidéo. En général, les jeux qui vont être des jeux de rupture sont édités par des toutes petites sociétés qui n'ont rien à perdre et qui vont tester un concept et ça va marcher. Alors que les grosses sociétés, finalement, elles capitalisent sur les trucs qui marchent et on va pas trop. Et c'est vrai que c'est agréable du coup de voir Arturia prendre le risque de faire un analo à moins de 500 balles à une époque ou prendre le risque de faire Pigment aujourd'hui parce que c'est pas forcément évident. C'est un peu d'ailleurs ce qu'on pourra reprocher à certains parfois grandes marques de l'audio, c'est-à-dire de rester dans leur zone de confort. Il se passe plus grand-chose en termes de synthèse, par exemple, chez les Nippons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils rééditent leur vieille machine, leur 808, leur synthé FM, leur machin. Alors, il les rebrand de toutes les façons. Mais oui, la dernière fois qu'il s'est passé des choses en termes de synthèse, de traitement du signal, c'est chez ces gens-là. C'était quand même il y a longtemps. Et ceux qui font le jeu aujourd'hui, c'est Isotope, c'est Lemony, c'est des tout petits acteurs à côté, enfin qui deviennent grands. Est-ce que justement, c'est pas une réflexion que vous êtes faite chez Arturia, vous dire ouais, ok, bon là, on a quand même émulé un bon paquet de synthés vintage. Est-ce qu'il est pas temps aussi de faire notre synthé à nous? Est-ce que ça faisait aussi partie de la réflexion du coup? Parce que bon, j'imagine que voilà, faire des émulations de vieux synthés. Bon, vous en avez déjà fait pas mal, et j'imagine que ceux qui se vendent le mieux, c'est les synthés de légende aussi, hein, de faire un vieux synthé des années 70, mais que personne connaît, j'imagine que ça se vend pas non plus énormément. Est-ce que ça faisait partie de votre réflexion aussi? Ouais, bien sûr. Je pense qu'il y avait une envie quand même profonde chez les collègues qui ont travaillé sur cette version 1 de sortir quelque chose de nouveau, d'être acteur un peu plus dans une direction différente, de pousser vraiment une réflexion dans une direction différente. Et ça coïncide effectivement avec un moment où
on réfléchit sur le long terme aussi aux gammes de produits qui sont existantes, comment est-ce qu'elles vont grossir à l'avenir, dans quel Ouais. où on peut les amener. Ça nous permet de prendre des risques quand on peut encore le faire pour se rendre compte de ce qui peut se passer. Je pense que justement, la notion de risque par rapport à ce que je disais tout à l'heure, le fait de bosser à plusieurs, ou ce qui permet de confronter les idées, et ce qui est une bonne chose pour nous, le double tranchant, ça va être de diluer les idées. Et quand on devient trop gros, ou quand on se permet plus d'accepter de prendre des risques, etc., ou qu'on confronte trop et qu'on se retrouve à être trop contraint, c'est là qu'on tombe dans ces travers-là. Ouais. Nous, l'idée, c'est de rester sur le juste milieu pour bien avancer. Ouais. Ouais. Le succès du mini-boat, je pense, a été déterminant pour ça, parce que c'était un pari osé, mais pour une fois, oui, c'était un instrument original, quoi. C'est-à-dire, ça n'existait pas avant, ça cherchait pas à imiter tel ou tel truc, et comme ça a été un carton, bah, du coup, ça encourage à faire à développer sa propre identité, ses propres instruments. Ah, complètement, ouais. Et alors, un mini-brut software, c'est au programme ou... C'est un serpent de mer, on en parle. Ouais, On va en j'imagine. parler, il y a des gens, il y a plusieurs écoles dans l'entreprise là-dessus. On en parle. Ouais, Après, j'imagine que si ça sort, c'est la consécration pour le mini-brut, quoi. Ça veut dire que vraiment, là, les gens... voilà, c'est devenu aussi iconique, quoi. Après, le truc qui peut être con, c'est-à-dire que si tu vends, parce que l'AV collection est très intéressante en termes de prix, mais c'est vrai que les prix des synthés indépendamment sont plus chers. Et si, je sais pas, tu vends 250 balles ou 300 balles une émulation d'un synthé qu'on vaut 500, je sais pas si c'est très on intéressant n'est pour pas les sur gens, le même quoi. prix entre un micro brut et un onde modulaire, ouais. Oui, voilà. C'est Effectivement. clair. Donc autant oui, sur certains trucs, ça vaut le coup, mais là... Yes. Est-ce qu'il y a eu des plugins concurrents qui sont sortis ces dernières années qui t'ont vraiment impressionné à leur sortie? Du coup, tu t'es dit, ah ouais, waouh, là c'est un step, ils ont step up là, grave. C'est plus en regardant, disons que au fur et à mesure, l'évolution de ce marché-là qui est très intéressante, où il y a plein de choses qui se passent. Ça bouge énormément. Il y a des géants qui sont là depuis un moment, qui sont bien installés. Il y a, bon, je sais pas, je pense à des Omnisphere, des synthés comme ça, qui sont Ouais. des références, mine de rien, très intéressantes. On regarde beaucoup ce qui se fait, hein. C'est vrai que C'est normal, hein. ça bouge énormément. Il y a plein d'éditeurs qui tentent des choses, en fait, et donc voilà, ça bouge énormément. Donc, j'ai pas spécialement de réponse spécifique, Ouais. mais ouais, il se passe beaucoup de choses qui nous plaisent, qui nous donnent des bonnes idées, ça bouge beaucoup, voilà. Ok, et comment tu vois l'avenir du marché du plugin, du coup, du synthé plugin, sachant que ces dernières années, quand même, le synthé hardware, du moins, il a vraiment explosé. Voilà, on l'a vu, nous, voilà, quand on allait au NAM, quand on allait aux Musiques Messeux, à l'époque où il y avait encore des Musiques Messeux et des NAM, évidemment, mais on l'a vu que c'est vu vraiment une grosse explosion du synthé. Est-ce que ça a été pareil déjà, toi, de ton point de vue, pour les synthés logiciels, et comment tu vois l'avenir du synthé logiciel, du coup? Disons que là, ouais, on est sur une période un peu particulière, hein. Tu faisais mention là, où mine de rien, ça fait 1 an que les gens sont un peu enfermés chez eux, d'une certaine façon, et partout sur le globe. Donc c'est pour des entreprises comme les nôtres, la partie logicielle de notre marché, en fait, l'effet que ça a dessus, c'est que les gens ont plus de temps chez eux, ont envie de faire de la musique, ont envie de se changer les idées. Ouais. Ils ont accès à plus de choses, ils peuvent télécharger sans Ouais. devoir se faire livrer par des entreprises qui peuvent plus livrer en ce moment. Ouais. Donc c'est vrai que nous, sur l'aspect logiciel, on a vu que ça marchait. C'est des périodes qui sont quand même où les gens ont envie de faire de la musique. Ouais. Après, c'est une période qui est tellement, voilà, statistiquement, qui n'existe pas. En fait, on peut rien en déduire. Oui, bien sûr, bien sûr. On peut pas imaginer, mais disons que ce sont quand même des outils qui se démocratisent énormément, qui rendent les outils de création sonore accessibles à plus en plus de gens en général. Ouais. Je pense qu'il y a encore un bel avenir. Ouais. Il faut rester. L'enjeu pour nous, c'est de rester pertinent, de comprendre ce que les gens veulent, de comprendre et de ne pas se reposer sur ce qu'on sait faire et de ce qui marche aujourd'hui, parce que ça peut bouger extrêmement vite. Ouais. Donc, c'est OK, comment est-ce qu'on fait pour rester toujours pertinent sur ce marché-là? Moi, je veux dire,
Je vais me prendre des sons de merde de la part des AF1, hein, mais moi je dois dire que je suis un grand défenseur du synthé logiciel devant le synthé hardware. Parce que ce qui me gonfle dans le synthé hardware, c'est qu'on a l'impression qu'en dehors de la synthèse soustractive, il se passe pas grand-chose. Alors si là tout à coup, oh là là, tout le monde s'intéresse à la synthèse FM un petit peu, mais la synthèse c'est plein d'autres choses, c'est la synthèse additive, c'est la synthèse granulaire, et ça dans le hardware, ça n'existe pas, on s'en branle. Et pour trouver où la synthèse à modélisation physique, et pour trouver des choses intéressantes, récemment, bah oui, il faut aller dans les softs. Et il y a une vraie innovation, c'est-à-dire que la R&D dans la synthèse, en tout cas, tu as l'impression qu'elle se fait aujourd'hui dans le côté software. Alors oui, il se passe plein de trucs du côté hardware où on démocratise, voilà, notamment avec les mini brutes, hein, on rend accessible et tout. Et oui, je comprends, oui, les bonnes grosses vieilles bases d'un Moog, mais bon, ça va, Moog, ça a 50 ans, on va pas nous gonfler avec ça encore 2 siècles, quoi. Pour moi, le gros avantage des synthés hardware, c'est l'interface utilisateur, en fait. Et d'ailleurs, vous bossez là-dessus chez Arturia, justement, peut-être des solutions qui peuvent mettre en jeu un peu plus de hardware avec vos logiciels, des surfaces de contrôle, de ce genre de trucs. Ouais, bon, disons que quelque chose qu'on garde de toute façon toujours en tête quand on sort un logiciel, un synthé logiciel, c'est son intégration avec notamment les contrôleurs sur lesquels on a le contrôle, donc les nôtres, pour le coup. Mais c'est vrai qu'on fait particulièrement attention à ça. Sans rentrer dans le débat analogique, numérique, etc., le côté qui est indéniable pour moi en tant que musicien aussi, c'est le contact physique avec un instrument. C'est vrai que quand on a quelque chose, quand on bouge un potard, Bien et sûr. c'est pas pareil que bouger une souris. C'est ma perception. Donc après, tout l'enjeu pour nous, c'est de comment est-ce qu'on peut intégrer ça avec les contrôleurs MIDI qu'on sort pour que justement on continue à bouger des potards. Et est-ce qu'à l'avenir, on peut trouver des interfaces de contrôle qui sont adaptées pour cibler tel ou tel type de logiciel? C'est des choses qui nous intéressent, évidemment. D'ailleurs, question, évidemment, tu vas pas me répondre, hein, parce que j'imagine que c'est dans les secrets. Mais voilà, il s'est passé le MPE récemment, il s'est passé que le MIDI, la nouvelle norme MIDI arrive là. Et en fait, quid justement des contrôleurs Arturia? Parce que là, effectivement, quand on voit ce qu'on peut faire par exemple avec les claviers de Rolly, les keyboards, les trucs comme ça, avec du pitch bend polyphonique et tout, bah oui, on se dit que pour piloter un synthé, on le voit, c'est super intéressant. Et du coup, quid des instruments Arturia, des instruments et des contrôleurs Arturia à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a des choses dans les cartons? Et je sens qu'il va me dire oui, forcément, mais bon, voilà, quoi, tout ça. Tu fais les réponses, c'est que déjà dans nos instruments logiciels, dans nos synthés, on a un grand paquet d'instruments qui sont maintenant compatibles MPE. C'est le cas de Pigment. C'est vrai que ça apporte une expressivité qu'on n'avait pas avant avec le MIDI qui est vraiment génial. Donc c'était important pour nous. C'est depuis la version qu'on était compatible MPE, si je dis pas de bêtises. Au niveau contrôleur, oui, mais tout ça. Ouais, non, parce que j'imagine que forcément, alors là, voilà, vous dites que vous travaillez pour les rendre compatibles avec les contrôleurs que vous avez déjà, voilà, dans votre catalogue et tout ça. Et oui, évidemment, mais forcément, quand tu as un contrôleur qui est vraiment fait pour une partie logicielle, quand il y a vraiment une symbiose entre le matériel et le logiciel, ça apporte quand même quelque chose de plus. T'es d'accord avec ça? Bien sûr, c'est l'intégration entre du contrôleur MIDI jusqu'au synthé logiciel, jusqu'à la carte son, interface audio et ses drivers, etc. C'est important pour nous que quelqu'un qui rentre dans l'univers d'Arturia, simplement les choses marchent bien entre elles et intuitivement et directement. Sinon, à partir du moment où on a le contrôle sur ces différents aspects-là, il faut qu'on le fasse bien et c'est ce qu'on essaie de faire au maximum. Moi, pour le coup, je suis assez d'accord avec toi. Mais moi, Arnaud, c'est du genre à faire à composer à la souris avec le grid sur. Moi, je suis pas du tout comme ça. Moi, je suis d'accord avec toi. Il me faut des potards et tout ça. Ça, c'est clair. C'est super important pour moi, en tout cas. Écoute, merci en tout cas. Je sais pas si Arnaud, t'avais d'autres questions, toi. Mais écoute, j'en sais rien. On va en tout cas aller télécharger la démo de Pigment
Parce que voilà, ça vaut le coup. C'est pareil, j'aurais envie de lui demander qu'est-ce qu'il va ajouter à Pigment, mais il me le dira pas parce Bah qu'il oui, mais vient de non. sortir la V3. Ah non. Bon, même si voilà, on voit qu'il y a il y a plein de synthèses. Et puis il y a d'ailleurs, je pense, sans doute des bouts de code chez Arturia qui doivent être intéressants à récupérer, notamment un truc qui était pas terrible, mais c'était pas forcément de la faute d'Arturia, hein, j'en sais rien, mais qui s'appelait Brass, qui était de la modélisation physique de cuivre. Et c'est vrai que vous faites de la modélisation de synthé, mais sur la modélisation physique, bah, pour l'instant, on vous a pas trop vu, alors qu'il y a des choses, j'imagine, dans les cartons, il y a des compétences. Et voilà, je suis curieux de voir si Pigment, par exemple, s'intéressera à ça, parce qu'il y a des gens qui arrivent à faire des choses très intéressantes dans le domaine, quoi. Ouais, tout à fait. On a fait quand même de la modélisation physique. Le dernier exemple, je pense, de produit basé sur de la modélisation physique, c'est une plate reverb, enfin, non, oui, reverb à Oui, tout plaque. à fait, ouais. Ouais. Oui, puis Euh, vous avez un piano, vous avez, enfin, ouais. tout ça, c'est de la modélisation. Le dernier produit, effectivement, c'était celui-ci. Et disons que oui, c'est des modèles à base d'excitateurs, résonateurs, Ouais, comment, voilà, les modes de vibration de certains matériaux, etc. C'est des choses qui peuvent donner des résultats très intéressants, effectivement. C'est des ouais, choses qu'on a dans les tuyaux. ouais. On a pas mal d'idées, en fait. C'est vrai qu'on a, comme je disais, entre les idées qu'on a en interne et les idées qui sont remontées par les utilisateurs, Ah bah oui, oui. on a Oui, vraiment il y une a l'embarras liste du choix, ouais. énorme de choses à Ouais, faire pour les prochaines versions. Donc bien sûr. après, voilà, on verra où ça nous mène. Voilà. En tout cas, déjà, avec cette version 3, là, ça a bien progressé encore. Donc, Ouais, allez voir ça. bravo à toi, à ton équipe, encore pour Pigments 3. On va te laisser travailler quand même, parce que j'imagine que voilà, il y a toujours des petits trucs à finir, parce que je rappelle que voilà, même si c'est aujourd'hui la sortie de Pigments 3, bah, là c'est quelques jours avant, donc Ouais. forcément il doit y avoir Ça débug. voilà, ça doit débugger dans tous les sens. Donc bon courage à toi, à ton équipe, merci bah, du coup de nous avoir accordé cette interview, d'avoir participé à ce podcast. Bah, si vous aimez ce podcast, sachez qu'il est disponible sur toutes les plateformes iTunes, sur YouTube aussi, sur Spotify, etc. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire aussi positif si possible, voilà, sur ces plateformes-là, ça nous aide. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce en l'air, enfin voilà, vous connaissez la chanson. Et puis nous, on vous dit à très bientôt, voilà, pour un prochain podcast avec un autre invité, et on parlera d'un autre sujet encore. Et puis voilà quoi. Allez, à très bientôt, ciao. Ciao. Merci.